On va tenter de répondre à la question globale et complexe. Donc d'abord avec peut-être François, puis Étienne sur les moyens juridiques d'action de la suspension médicale de peine et la suspension médicale de détention provisoire. Non, pour ce que vous disiez en dernier, enfin, il faut pas oublier que en aucun cas, la prison peut être un lieu de soins. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas d'établissement pénitentiaire en mesure d'offrir ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à part les soins ambulatoires, etc. Dès que la pathologie, est grave et engagée, c'est là-dessus qu'il faut véritablement tabler, c'est-à-dire les aspects d'incompatibilité. Une chimiothérapie, par exemple, enfin je sais pas, mais une chimiothérapie à réaliser en détention, c'est absolument, quasiment impossible dans des bonnes conditions par rapport à ce que nécessite la chimiothérapie. Donc il faut vraiment axer sur la gravité de la situation et de l'état de santé de la personne pour monter un dossier de demande d'aménagement de peine qui peut être effectivement également sur une durée de chimiothérapie, quelque chose comme une suspension de peine. Mais là, je vais laisser la parole à Étienne. Noël. Non. Alors, ouais, j'aime bien parler de ça avec toi, François, parce que ça me rappelle le monsieur pour qui on travaillait ensemble, main dans la main, depuis 2002. Tu vois de qui je veux parler? Oui, oui. Qui à lui seul a fait avancer une bonne partie de la jurisprudence sur la suspension de peine pour raison médicale. Je pense que c'est le seul à en avoir eu 2 coup sur coup pour des infractions différentes commises. Enfin, c'était extraordinaire. Bon, si vous voulez, la suspension de peine pour raison médicale, c'est ce fameux texte qui a été voté, que la loi du 4 mars 2002. Alors, on m'a demandé d'en faire un petit rappel. Enfin, le confrère qui vient de parler la connaît parfaitement. Mais si vous voulez, c'est la première fois quand même, et la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Gelfman qui a été rendu en 2005, a salué d'ailleurs la France comme étant le seul pays d'Europe qui possédait un tel texte qui permettait la remise en liberté d'une personne pour des raisons d'humanité. C'est-à-dire lorsque son pronostic vital est engagé ou lorsque son état de santé est considéré comme durablement compatible avec la détention. Alors, il y a eu un âge d'or de la suspension de peine pour raison médicale, c'était depuis sa mise en œuvre jusqu'à à peu près mai 2004. Pourquoi mai 2004? Parce que Delphine Boisel a parfaitement raison pour dire qu'il y a quand même une grosse partie des textes qui s'appliquent en détention qui sont d'origine réglementaire, voire des circulaires, puisque, alors c'est pas de la pénitentiaire, c'est encore autre chose, mais il y a une circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces du 7 mai 2003 qui a dit 2 choses. Elle était signée par M. Marin, si je me souviens bien. Elle disait 2 choses. Elle disait la suspension de peine peut être accordée. Donc le rédacteur insistait sur le terme peut, c'est-à-dire que insistait sur le fait que ça pouvait ne pas être opportun de l'accorder. C'est ce que dit exactement la circulaire. Donc elle enjoignait au procureur de demander systématiquement des expertises psychiatriques pour vérifier s'il n'y avait pas un risque grave de réitération de l'infraction. Donc en germe, on voyait apparaître la réforme qui a intervenu en 2005 et qui a consisté à introduire une première petite phrase de rien du tout dans le texte, qui est la suivante, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, et donc systématiquement à partir de ce moment-là, des expertises psychiatriques ont été ordonnées. D'ailleurs, juste après la circulaire, moi j'intervenais pour un monsieur sur un appel du parquet. La juridiction régionale de libération conditionnelle lui avait accordé une suspension de peine. Et la juridiction nationale de libération conditionnelle, parce qu'à cette époque-là c'est un système un peu bizarre, a infirmé au motif qu'il n'était pas opportun d'accorder à ce monsieur-là. Donc c'était directement, la circulaire, elle était directement sur le bureau du magistrat qui a rédigé son arrêt. Bon. Donc ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Ça s'est corsé encore par la suite, en 2005, lorsque la chambre criminelle a considéré que le pronostic vital devait être engagé à court terme. Parce qu'avant, il y avait 2 expertises, et par exemple, dans le cas qui nous occupe, François et moi, on s'en souvient par cœur, la juridiction nationale la JNLC, se trouvait face à 2 expertises, une disait court terme et l'autre moyen terme. Bon, il y avait engagement du pronostic vital, la JNLC n'était pas allée plus loin. Et donc depuis 2005, donc engagement du pronostic vital à court terme, ce qui à mon avis rajoute à la loi, mais le problème c'est que c'est la chambre criminelle qui l'a dit, donc c'est pas une chambre d'application des peines. Ça ne serait pas à celle de Versailles que ça arriverait, ce genre de choses. Bon.
Quand on connaît sa présidente, on n'a qu'à se louer qu'elle soit encore là. Et donc ça, c'est sur le pronostic vital. Alors c'est vrai que maintenant, c'est devenu compliqué de sortir quelqu'un en suspension de peine sur l'engagement du pronostic vital à court terme, puisque les médecins, effectivement, souvent répugnent, sauf dans des cas extrêmes, à considérer qu'on est à court terme. Bon. Donc il y a après un autre point qui est absolument fondamental, c'est la condition de la compatibilité avec la détention. Et ça, il y a des milliards de choses à dire. Par exemple, si vous voulez, il y a une jurisprudence de la Chambre criminelle qui est un arrêt Vincent de 7 janvier 2009, sauf erreur de ma part, qui enjoint aux juges, même en présence d'expertise, alors à l'époque il en fallait 2, statuant sur la compatibilité de l'état de santé avec la détention, donc il enjoint aux juges de s'interroger sur les conditions effectives de détention. Et le mot effective est important puisque ça enjoint aux juges, enfin ça enjoint surtout à l'expert d'aller voir dans la cellule quelles sont les conditions d'incarcération in concreto. La petite marche qui empêche le gars de sortir comme il veut, la porte trop étroite, etc. Et alors, une idée que je vous soumets. Le juge d'application des peines de Liancourt, enfin de Beauvais. Maintenant, il ne faut plus qu'une expertise depuis il ne faut plus qu'une seule expertise depuis la loi Taubira. 15 août 2014. Par contre, moi, ce que j'avais demandé au JAP, c'est dire s'il vous plaît, madame, veuillez désigner un médecin expert, mais en même temps, je vais vous demander de désigner un architecte ou un ergothérapeute pour aller avec l'expert vérifier, un petit peu comme ce qu'on fait dans les expertises de prison devant le juge administratif, si la cellule dans laquelle mon gars qui est en fauteuil roulant est correcte et conforme aux normes, etc. Bon, j'ai eu mon expert, ça n'a pas marché, j'ai été rejeté. Mais le principe est que le juge a bien voulu désigner 2 experts, un médecin conformément au texte, et puis comme il a tout pouvoir d'instruction d'après les textes du Code de procédure pénale, le juge d'application des peines, en gros, il fait ce qu'il veut, il peut même réquisitionner. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. Et donc, je vous le soumets, lorsque vous êtes face à quelqu'un dont l'état de santé, le handicap rend ses conditions de détention manifestement incompatibles, pour éviter d'avoir un rapport qui soit beaucoup trop abstrait, rendu par des médecins experts qui souvent ne connaissent pas la prison, demander au juge de lui adjoindre un ergothérapeute ou un architecte. Voilà. Alors ça marchera pas, vous pourrez faire appel, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Ça me paraît important parce qu'en fait, on a étendu la question de la compatibilité de l'état de santé avec la détention ou handicap, et ça, un des fers de lance dans cette histoire-là, c'est l'EIP avec François. C'est vrai qu'il est sans arrêt sur la brèche pour alerter sur des conditions qui sont parfois absolument épouvantables. À Caen, un de mes clients aveugle, paralysé sur son lit, ça a été très compliqué pour moi de le sortir, paradoxalement. On a réussi, mais bon, il a fallu aller devant la chambre d'application des peines. Donc, c'est pour vous dire à quel point, souvent, alors, les juges sont souvent liés par les rapports d'expertise, et c'est tout le problème du contenu et du contenu des rapports. Alors, il y a une autre procédure qui est une procédure sur certificat médical, qui, à l'origine, dans la loi pénitentiaire, c'est la loi de novembre 2009 qui avait prévu ce certificat. Dans des cas d'urgence, le juge d'application des peines, dans des cas d'urgence et en cas d'engagement du pronostic vital, donc a fortiori à très très court terme. Le juge d'application des peines pouvait ordonner la suspension de peine sans expertise en se basant sur le rapport. Bon, ça c'était bien, mais ça posait toute la question de la rédaction du rapport, du secret médical, etc. Bon, j'attire votre attention sur un texte du Code de procédure pénale qui est l'article D comme Denise 382, qui prévoit que les médecins qui exercent dans les établissements pénitentiaires, dans l'établissement, qui exercent dans les structures pénitentiaires, c'est les UHSI ou les UXA, délivrent, c'est pas peuvent délivrer, c'est délivrent aux détenus des certificats médicaux décrivant leur état de santé et sous réserve de l'accord du détenu peuvent le délivrer à la famille ou au conseil. Bon, puis au juge d'instruction, etc. Mais ça, c'est pas l'objet. Ce qui veut dire que lorsque vous avez besoin d'attester, avant de faire une procédure d'aménagement de peine pour raison médicale, que ce soit aménagement de peine ou remise en liberté pour raison médicale, ce texte, à mon avis, lie le médecin qui ne peut pas faire autrement que de vous le délivrer. Alors après, c'est toute la question, vous avez des médecins qui coopèrent. À Fresnes, vous en avez des pages et des pages, c'est extraordinaire. Ailleurs, vous en avez un timbre-poste. Donc après, il faut convaincre le médecin qu'il faut décrire l'état de santé, en général, de façon complète. Et ça, parfois, on a des véritables petits trésors qui vous arrivent et qui vous permettent de demander une suspension de peine ou une conditionnelle pour raison médicale ou une remise en liberté d'un prévenu sur la base du seul certificat, quand le médecin s'est suffisamment impliqué. Voilà.
Donc ça, c'est la procédure d'urgence. Donc voilà, sur la procédure elle-même, bon, vous avez besoin que d'une seule expertise. En général, les juges d'application... Le problème de l'expertise unique par rapport à l'expertise duel, c'est que quand vous avez une contradiction entre deux expertises, vous pouviez demander une troisième expertise au juge. C'était plus facile. Bon, voilà, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, vous n'en avez plus qu'une. Vous ne pouvez pas dire qu'elle est contradictoire avec elle-même, mais bon, vous pouvez peut-être quand même de toute façon tenter une contre-expertise sur la base du constat des conditions effectives de détention. Ça me paraît important. Il arrive encore qu'on trouve des décisions de JAP ou de chambre d'application des peines qui nous disent que la détention est encore possible en milieu pénitentiaire hospitalier. Ça, il faut tordre le cou à ce genre de décision parce que, comme le disait François, il n'y a pas d'établissement pénitentiaire hospitalier. Une UHSI, ce n'est pas un hôpital. Vous allez voir un médecin-chef d'une UHSI, vous lui dites on est bien dans votre prison, lui, il va vous tordre le cou. Madame Anne Dullius, qui est le médecin-chef du service médecine à l'hôpital de Fresnes, si vous lui dites ça, elle vous arrache les yeux et elle aura raison. Et voilà, ça me paraît important aussi à dire. Puis pour terminer, je voulais vous parler d'un texte qui est assez récent, qui vient d'être voté dans la loi du 15 août 2014, qui est la remise en liberté pour raison médicale. C'est-à-dire que c'est l'article 147-1. Ce texte-là, oui, du Code de procédure pénale, pardon. Ce texte-là, il est venu à l'idée d'un avocat qui allait à Fresnes et qui avait des clients détenus pour lesquels il faisait des suspensions de peine. Et puis, il y avait un de ses clients qui était en détention provisoire, en fauteuil roulant, avec une maladie neurodégénérative. Et donc lui, on ne pouvait rien faire pour lui, sinon se mettre à genoux devant le juge d'instruction pour lui demander de faire une expertise, etc., de façon indéterminée, etc. Bon. Et à Dijon, ils n'étaient pas très réceptifs à la question, et du coup, ça a été très compliqué de le faire sortir. Du coup est venue l'idée de déposer une proposition de loi qui créait un texte et une procédure qui était le pendant exact de la suspension de peine, sauf que c'était pour les prévenus. Ça a fait l'objet d'un petit travail de relation avec les sénateurs, et finalement le texte a été réexhumé en janvier 2014, voté au Sénat, et puis comme amendement dans la loi Taubira. Donc maintenant c'est 147.1. Ça veut dire que vous pouvez, sur la base des seuls éléments médicaux, c'est-à-dire état de santé incompatible ou conditions de détention, dans l'état de santé, excusez-moi, je suis fatigué, pronostic vital engagé ou état de santé incompatible avec la détention, demander que la personne soit remise en liberté. Et soit sur une expertise, soit au vu d'un certificat médical en cas d'urgence. Alors ce qui est bien dans ce texte, c'est que ça échappe complètement aux considérations de l'article 144. C'est-à-dire que vous n'avez pas à argumenter aussi sur le risque les garanties de représentation, le trouble à l'ordre public, le dépérissement, etc. Tous les critères de 140K disparaissent, sauf celui du risque grave du renouvellement de l'infraction, puisque c'est le pendant de la suspension de peine. Donc votre gars, il est remis en liberté sous contrôle judiciaire, sous arceux, etc., par la chambre d'instruction, par le tribunal, enfin toutes les juridictions où le juge des libertés et de la détention, ce genre de choses arrivent parfois. Et donc vous pouvez... Voilà. Bon, alors après, il y a lorsque l'état de santé de la personne est redevenu compatible au vu d'une expertise, là, il y a un nouveau débat contradictoire qui est organisé, qui là, ce coup-ci, intervient en utilisant les critères de 144. Donc est-ce qu'il y a toujours... Premièrement, est-ce que l'état de santé est toujours incompatible? Est-ce que le pronostic vital est toujours engagé? Puis en même temps, dans ce débat-là, effectivement, on réintroduit les critères de 144. Alors ça ne faisait pas partie, effectivement, du texte d'origine, mais ça a été rajouté par la commission des lois du Sénat lors des débats qui ont présidé l'adoption du texte. Voilà, donc si vous voulez... Alors, ce qui est intéressant, alors il y a de la jurisprudence maintenant qui commence à venir. Il y a un arrêt de la chambre d'instruction de Douai que j'ai obtenu pour un de mes clients qui avait un cancer. Donc le médecin-chef un cancérologue de l'UHSI de Lille, enfin un médecin, donc je ne vais pas donner son nom, mais un type extraordinaire, m'a fait un certificat médical et il est sorti sur l'urgence, sur certificat. Et dernièrement, vous avez un arrêt de la chambre criminelle qui est sorti, qui je crois est d'octobre 2016, qui dit en substance que la juridiction ne peut pas vous refuser l'expertise. Donc ça, c'est quand même un très très grand pas en avant. Voilà.
Bon, on peut du coup quand même en profiter pour le dire, parce qu'il ne le fera pas lui-même, mais que c'est quand même Étienne Noël qui a fait ce travail extraordinaire pour obtenir la création de ce texte et le vote de ce texte par le Parlement.